Bonjour et bienvenue chers Alphamers dans cette vidéo introductive au AAA. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par discuter du modèle AAA. Nous allons ensuite découvrir l'authentification Radius ainsi que la norme 802.1x. On discutera du protocole EAP qui va nous permettre notamment de pouvoir rajouter une couche de sécurité qui n'est pas à négliger. On verra aussi quel est le modèle, disons quelle est l'approche à déployer pour une sécurité optimale, tout en gardant une flexibilité assez intéressante au sein du système d'information de manière globale. Le modèle des AAA consiste tout simplement à implémenter trois principaux piliers de la sécurité. On retrouve notamment l'authentification, l'autorisation et la traçabilité. J'ai fait exprès de garder les noms en anglais parce que c'est ce que vous allez pouvoir trouver dans la plupart des livres, des certifications et ainsi de suite. L'authentification qui consiste tout simplement à pouvoir authentifier l'identité d'un client. L'autorisation qui consiste à donner des droits au client suite à son authentification, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il existe une énorme différence entre l'authentification et l'autorisation. Un utilisateur qui est authentifié ne veut pas forcément dire qu'il a des droits ou des autorisations au niveau du système d'information de manière globale. C'est-à-dire que l'authentification consiste tout simplement à authentifier et à vérifier l'identité du client. Maintenant qu'on sait qui est le client, vient alors la deuxième phase qui est l'autorisation où, au niveau de cette dernière, on va pouvoir accorder des droits au client selon son niveau de privilège. Et c'est l'autorisation qui va octroyer au client qui a été authentifié les différents droits que l'administrateur ou que le DSI lui a octroyé au sein du système d'information ou au sein du réseau. Et enfin vient la traçabilité qui consiste tout simplement à tracer n'importe quelle action qui va être perpétrée au sein du réseau afin de pouvoir retracer n'importe quelle action tout simplement. C'est-à-dire que si on a tout simplement un administrateur qui va par exemple supprimer par erreur des données, on doit pouvoir ou avoir la capacité de pouvoir retracer ça. Ou encore, si on a quelqu'un qui a effectué quelconque manipulation sur les différents périphériques, on doit être capable de pouvoir retrouver sa trace ainsi que les actions qui ont été perpétrées. Et c'est là un des éléments les plus importants dans la cybersécurité de manière globale, vu qu'il fait partie des 4 piliers de la sécurité qui sont l'intégrité, la disponibilité, la confidentialité et la traçabilité, qui permet notamment d'un autre angle de pouvoir respecter le principe de non-répudiation. Sans oublier que la traçabilité nous permettra aussi d'avoir des données statistiques sur ce qui se passe dans le réseau, les données qui ont été échangées, et ainsi de suite. Permettant ainsi à l'administrateur de pouvoir superviser ce qui se passe dans le réseau en temps réel, mais aussi gérer les différentes activités des comptes à privilèges, ainsi que l'audit, aussi bien en temps réel qu'en post-mortem. Ce qui est extrêmement intéressant, surtout si l'on souhaite faire du forensique réseau. Concernant l'authentification Radius, et c'est là un des éléments les plus importants dans la sécurisation de nos réseaux. Déjà, Radius c'est pour tout simplement Remote Authentication Dial-in User Service. C'est tout simplement un protocole qui a été standardisé, RFC 2865 et qui fonctionne sur les ports 1645 et 1812. L'authentification en exploitant ce protocole va nous permettre tout simplement de pouvoir centraliser l'authentification au niveau d'un serveur qu'on va appeler un serveur Radius et ça va tout simplement nous permettre de gagner
ou de faire un énorme pas dans la sécurisation de notre réseau, vu que ce dernier est basé donc, sur un système client-serveur chargé donc tout simplement de définir les accès d'utilisateurs distants à un réseau. C'est un protocole de prédilection de la plupart des fournisseurs d'accès Internet ainsi que la plupart des organismes, quels qu'ils soient. Et n'oublions pas que le protocole Radius va reposer principalement sur un serveur qui est relié à une base d'authentification ou d'identification, pardon. Donc c'est une base d'identification. Ça peut être une base de données interne, donc comme ce qu'on va voir au niveau de notre ETP. Ça peut être donc une base de données LDAP. Ça peut être connecté directement à notre Active Directory et ainsi de suite. Et de l'autre côté, on a les différents clients, donc tout simplement Radius. Donc ça s'appelle des clients Radius. On peut aussi les appeler NAS pour Network Access Server, donc qui font l'office. Et d'un autre côté, nous disposons donc là on a vu le serveur Radius. Et en fait de l'autre côté, on a ce qu'on va appeler donc des clients Radius. Ce qu'on appelle aussi des NAS pour Network Access Server. Donc voilà, oui. Donc c'est Network Access Server. Donc c'est ce qu'on peut retrouver sur des switches et ainsi de suite, des firewalls et tout. Donc après ça dépend de l'architecture et comment elle a été déployée. Et ces derniers, donc ces NAS-là, vont faire office tout simplement, je répète, donc ils vont faire office tout simplement d'intermédiaire entre l'utilisateur final, donc là par exemple nous avons un client, un ordinateur de base, et donc tout simplement le serveur Radius. Donc bien sûr vous pourrez aussi trouver dans quelques architectures différents autres déploiements. Après ça dépend du besoin de chaque client, mais principalement on retrouve le modèle qui est présenté ici, c'est-à-dire on a un NAS donc, qui est entre le client, donc là je vais mettre un C pour le client et le serveur Radius. Donc pour Network Access Server qui vont pouvoir jouer donc l'intermédiaire entre le client et le serveur Radius, à savoir que l'ensemble des transactions entre le client Radius et le serveur, donc ce qu'on peut retrouver ici, ces informations vont pouvoir être transférées de manière chiffrée et authentifiées. Donc toutes les transactions sont chiffrées et authentifiées grâce tout simplement à une clé qu'on appelle un secret partagé. Il est à noter que le serveur Radius peut faire aussi serveur ou office de serveur proxy, c'est-à-dire transmettre les requêtes du client à d'autres serveurs Radius. Donc après, comme je vous ai dit, tout dépend de l'architecture qui est déployée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'utilisateur va envoyer tout d'abord une requête au NAS afin d'autoriser une connexion. Donc c'est la première étape qu'on peut retrouver là. Ensuite, le NAS achemine la demande au serveur Radius. Ça peut être un point d'accès sans fil, ça peut être tout simplement un switch et ainsi de suite, ou un firewall. Et à partir de là, le serveur Radius va consulter la base de données d'identification afin de connaître le type de scénario d'identification demandé pour l'utilisateur. Donc il va à ce moment-là choisir d'octroyer l'accès ou pas aux différents utilisateurs ou à l'utilisateur qui a demandé tout simplement à être authentifié. Afin de pouvoir effectuer ceci, nous allons donc utiliser le standard 802.x qui a été mis au point par l'I3 en juin 2001 ayant pour but donc de permettre l'authentification d'un client en filaire ou en FI afin de lui autoriser l'accès à un réseau ou pas. Pour faire ceci, on va utiliser le protocole EAP, donc Extensible Authentication Protocol, et un serveur d'authentification qui est généralement un serveur Radius. À ce moment-là, le serveur Radius va authentifier chaque client qui va se connecter au réseau sur un port spécifique, lui permettant donc tout simplement de vérifier si ce dernier possède tout simplement l'autorisation d'accéder tout simplement au réseau ou pas. Après ça dépend de la méthode d'authentification qu'on va exploiter. Et à ce moment il va décider tout simplement s'il va lui octroyer tout simplement l'accès au réseau ou pas, vu que le port directement ou l'accès au serveur Radius va être contrôlé par ce qu'on a appelé un NAS, donc il va faire office d'intermédiaire entre le client et le serveur Radius. Et à ce moment là le serveur Radius va choisir selon encore une fois la méthode d'authentification qui a été choisi, et si jamais l'utilisateur réussit ce qu'on va appeler un challenge d'accès, c'est-à-dire un mot de passe ou un certificat de sécurité pour quelques cas et ainsi de suite, et donc va décider à partir de là de lui octroyer l'accès ou pas au réseau.
Donc à ce moment-là, il faut savoir que le protocole EAP sert tout simplement pour le transport des données nécessaires à l'authentification. Il est extensible et permet donc de définir de nouvelles méthodes d'authentification car il est donc indépendant de la méthode utilisée. Nous retrouvons notamment différentes méthodes. Par défaut, l'EAP-MD5 qui est une authentification par mot de passe, l'EAP-TLS qui est une authentification avec certificat électronique, ou encore l'EAP-TTLS avec une authentification qui va utiliser n'importe quelle autre méthode d'authentification au sein d'un tunnel, donc TLS. Bien sûr, il n'existe pas que ceci, donc on a aussi par exemple l'EAP-PEAP, donc qui va permettre une authentification avec n'importe quelle méthode EAP au sein d'un tunnel TLS. Bien sûr, il n'existe pas que ces méthodes d'authentification-là, donc c'est quelques exemples, et vous pourrez retrouver la liste complète donc au niveau des ressources de la formation. Vous pourrez aussi notamment retrouver un tableau récapitulatif, comme vous pouvez le voir ici, avec un petit ou une petite comparaison entre les différents protocoles. Donc de base, le APMD5, c'est vraiment à enlever, donc c'est-à-dire à radier au sein de vos réseaux, car c'est extrêmement dangereux, malgré le fait qu'il soit facile à implémenter, qu'il est supporté par la plupart des serveurs et ainsi de suite. Donc il est largement exploitable donc, par des attaques assez faciles à perpétrer. Nous avons aussi le APTLS où on a une utilisation d'un certificat donc, par le client et le serveur. Donc de ce fait, on va créer un tunnel sécurisé et qui est basé sur une authentification mutuelle entre le client et le serveur. À savoir qu'il est lourd à mettre en place à cause des différents certificats côté client, mais qu'il est carrément et extrêmement sécurisé. Donc si jamais on a des certificats des deux côtés. Et en plus de cela, si on utilise une méthode comme le APTTLS qui consiste à créer un tunnel TLS et sans pour autant avoir un certificat du côté client, donc c'est moins sûr et moins lourd et moins sécurisé que le APTLS, vu que là on a un certificat des deux côtés. Et à ce moment-là, si vous voulez vraiment chercher une sécurité très importante ou une sécurité pour des environnements à haute confidentialité, donc là je vous conseille de mettre de l'EAP-TLS avec un certificat des deux côtés. À savoir aussi que le protocole Radius va nous permettre de centraliser les données d'authentification et répond parfaitement au modèle des AAA, c'est-à-dire qu'il va nous aider à mettre en place de l'authentification, de l'autorisation, mais aussi de la traçabilité au sein du réseau. Et c'est exactement l'approche qu'on cherche à effectuer. Pour mieux comprendre, donc on va pouvoir retrouver tout simplement l'architecture suivante. À ce moment-là, on a dit que l'utilisateur ou le post-utilisateur, donc qui est aussi appelé supplicant, donc au niveau de la RFC, donc va transmettre une requête d'accès, donc tout simplement à notre Radius. Donc comme on a dit, c'est le client qui va charger de ça, ce qu'on appelait aussi Network Access, donc serveur. Donc on en a discuté au niveau des précédents slides. Et à ce moment-là, en fait, tout simplement, c'est le client qui va se charger de demander les informations d'identifiant ou les informations identifiant donc l'utilisateur qui représente tout simplement le login et le mot de passe par exemple. À ce moment-là, le client Radius génère selon le protocole une requête qu'on va appeler Access Request. C'est ce qu'on peut retrouver ici. Et en fait, l'Access Request va permettre tout simplement d'envoyer par le contrôleur d'accès ou le client dans notre cas, donc une requête contenant les informations sur le client, c'est-à-dire login et mot de passe. Donc on revient sur l'autre slide. Et donc à partir de là, tout simplement, le serveur Radius peut donc traiter lui-même cette requête et la transmettre donc à un autre serveur Radius, comme on a dit, par un mécanisme qu'on va appeler proxy Radius. Et le serveur Radius, donc chargé de l'identification finale, donc peut traiter à ce moment-là la demande s'il dispose de suffisamment d'éléments dans l'access request. Ou il peut aussi demander des informations supplémentaires, donc par un renvoi, donc d'un paquet qu'on va appeler Access Challenge, auquel le client répondra par un autre Access Request, et ainsi de suite. Les échanges sont transmis par donc tout simplement la chaîne de serveur Radius Proxy, si jamais on en a de l'autre côté, sinon tout se fait au niveau du serveur en local. Donc quand le protocole Radius dispose suffisamment d'éléments, à partir de là,
Ça dépend après du protocole ou de la complexité qui est choisie au niveau du protocole EAP. Donc à partir de là, donc le serveur Radius valide ou refuse l'identification en envoyant un accept ou encore un reject, tout simplement. Je rappelle juste que l'access challenge va être envoyé par le serveur pour demander des informations complémentaires et donc la réémission d'un paquet access request. On va donc pouvoir traiter ces différents éléments ainsi que d'autres, surtout par rapport aux différents protocoles OAP. Donc on va aussi pouvoir les analyser avec un petit Wireshark et tout. Donc du coup on va pouvoir traiter ça en profondeur au niveau du TP. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo. Nous retrouvons donc notamment au niveau de de cette capture. Donc je vais vous mettre bien sûr au niveau donc des différentes ressources. Donc nous retrouvons en fait au niveau des 4 premiers paquets. Donc tout simplement une requête d'authentification. Donc là le test il a été fait en local juste pour vous montrer donc les différents exemples. Et donc là en fait regardez, nous avons l'access request, le challenge, la requête encore et donc l'accès qui a été rejeté. Donc là à ce moment l'utilisateur a demandé à tout simplement s'authentifier. Donc là on peut voir au niveau de Radius Protocol le code, donc il y a un code 1 pour l'access request. Et on a les différentes valeurs, notamment l'adresse IP donc du NAS, donc comme on a dit. Donc si le chiffrement a bien été choisi, si c'est bien chiffré bien sûr, ou qu'est-ce qui va être choisi au niveau de username. Là le port pareillement, donc là le port qui a été choisi, le message donc de l'authenticator, et là ça représente tout simplement le message EAP ou par rapport à notre Extensible Authentication Protocol. Et après, bien sûr, ça dépend de la valeur donc qu'on a choisi ou du type pardon d'approche ou de méthode d'authentification EAP qu'on a pu choisir. Donc à ce moment-là, donc on peut tout simplement voir qu'ici au niveau des 4 premières trames, tout simplement on retrouve bien donc les différents messages. Là, nous avons aussi le rejet donc tout simplement du serveur suite à l'authentification qui n'a pas été effectué correctement. Je rappelle juste que au niveau du message authenticator, ça représente tout simplement un attribut donc pour en quelque sorte signer les paquets pour vérifier leur intégrité. Donc à la base, c'est du HMAC en MD5. Donc au niveau des autres paquets qu'on retrouve un petit peu plus en bas, donc là vous pourrez remarquer que là tout simplement il a envoyé la requête, il a reçu le challenge et il a pu récupérer donc l'accès tout simplement. Là on a le petit access accepté, c'est à dire que là on a pu tout simplement ces informations donc peuvent être aussi récupérées au niveau de l'onglet donc analyse, information experte. Et là, vous avez les différents éléments que vous pouvez retrouver ici. Donc, les 2 dernières parties donc, de la capture concernent d'autres méthodologies, donc tout simplement d'authentification, qu'on va gérer ou qu'on va découvrir au niveau des prochaines vidéos. Donc, on va s'arrêter là jusqu'à maintenant et on reverra tous ces éléments lorsqu'on va pouvoir donc mettre en place une authentification donc forte grâce à Radius, parce que bien sûr, Radius tout seul ne vaut quasiment rien. Si bien sûr, la configuration n'est pas effectuée correctement. Je vous dis donc merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.